Un café et l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire, présenté par l'association Evaléco, avec ce soir Geneviève Fontaine. Bonsoir. Anne-Cécile Dutertre. Bonsoir Anne-Cécile. Et Bilal Sidaoui. Bonsoir. Salut Bilal. Et Philippe Chemla. Bonjour à toutes et tous. Je me suis laissé me prendre, je m'attendais au générique et puis voilà. Bien, on entre dans une période où on entend beaucoup parler de politique. Alors je pense qu'on va se permettre nous aussi, pendant quelques émissions, de parler un petit peu de politique et de regarder ça au travers de ce qui nous anime, et notamment donc les enjeux du développement durable et la démarche que propose l'économie solidaire. Et ce soir, bien, on vous propose de discuter autour des communs, qui sont une vieille notion pour le coup, mais qui mériterait peut-être d'être revisitée, d'autant qu'on trouve dans différents pays, et notamment européens et en particulier en Italie, des exemples extrêmement parlants. Quand on va parler de commun, peut-être Geneviève, tu pourrais commencer de nous donner un petit cadre autour de cette approche. Oui, commencer par un cadre avant d'arriver à dire exactement ou essayer de préciser ce qu'on entend par commun, c'est pourquoi on s'intéresse, pourquoi il y a une sorte de retour de cette thématique des communs dont on entend de plus en plus parler. On est dans une période où effectivement il y a, avec la mondialisation, cette impression que il y a plein de choses qui échappent à la puissance publique, qui échappent au pouvoir des citoyens, qui échappent et dans une sorte qui déséquilibre les démocraties. Qui déséquilibre les démocraties, et c'est cette impression que on ne peut rien faire, enfin que c'est quelque chose qui est en train d'emporter et que c'est très difficile de résister à ça. Pourtant il y a beaucoup d'études qui montrent que plus il y a de mondialisation, plus les territoires sont importants et montent en importance, je dirais, dans la régulation et dans la manière de faire, parce que c'est quand même sur la capacité à agir. Dans la capacité à agir, mais c'est surtout d'un point de vue tout à fait concret. C'est sur le territoire, c'est-à-dire dans l'espace que l'on vit, que l'on partage, là où se fait le vivre ensemble, que se déroule l'économie réelle. Dans les espaces de la mondialisation se déroule essentiellement l'économie financiarisée, mais finalement là où on vit, ce que l'on vit, les relations sociales qu'on peut développer sont, et la plupart des entreprises françaises sont des toutes petites entreprises qui elles sont implantées sur un territoire en particulier. On est tous habitants d'un territoire en particulier, et même s'il y a une catégorie de personnes de plus en plus, j'irais, mondialisées dans leurs pratiques, qui voyagent beaucoup, etc., la grande majorité des gens sont ancrés dans les territoires. Et il y a là cette question, face à un développement économique qui serait exclusivement basé sur la mondialisation, est-ce qu'il n'y a pas d'autres modes de développement, pas forcément qu'économique d'ailleurs, de développement tout court, qui serait à l'échelle des territoires. On parle d'un développement endogène, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépende pas des grands flux et des grands mouvements de la mondialisation. Pourtant, mais si on reste centré sur les territoires, il y a une espèce de, moi ça me fait penser à une espèce de localisme, une espèce de repli sur soi. Pourtant, ça n'est pas de ça dont on parle. Non, c'est pas de ça dont on parle. On parle pas de territoires qui sont isolés. Justement, la mondialisation a tendance à mettre les territoires en concurrence, en jouant, telle firme multinationale va s'installer plutôt à cet endroit parce qu'à cet endroit on va lui offrir des avantages fiscaux, ou alors on va tailler dans la protection sociale pour attirer ces firmes multinationales. Donc la mondialisation joue la concurrence entre les territoires. Là, il s'agit justement de modes de développement qui sont basés sur des territoires vécus, et que sur nos territoires vécus, on bouge d'un territoire à l'autre. On va rencontrer des amis sur le territoire d'à côté, on va faire nos courses sur le territoire d'à côté. Donc on n'est pas dans une concurrence des territoires. On est dans un développement, par contre, qui est basé sur des ressources qui sont des ressources du territoire que l'on va valoriser, que l'on va et pas forcément monétariser. Enfin, c'est bien, j'utilise bien le terme valoriser de manière différente, avec un objectif qui est différent, qui n'est pas seulement un développement économique, mais qui est le développement du bien-être
sur ce territoire, qui est basé aussi sur une recherche de justice sociale, parce qu'on a aussi ces tensions en fait dans la société, et ce besoin aussi, surtout dans les démocraties, de ressentir ce sentiment de justice sociale, et il s'exprime souvent plus facilement. Il y a des choses qui peuvent être créées plus facilement au niveau du territoire, mais c'est pas du localisme au sens où il s'agit pas d'aller de faire un territoire en autarcie qui voilà, et territoire peut être pris à plein d'échelles, et puis c'est pas forcément un territoire géographique. Le mot territoire peut être aussi un territoire symbolique. Par exemple, on peut parler du territoire du numérique, on peut parler du territoire de l'alimentation. C'est pas forcément quelque chose qui est commune ou non, c'est jamais, voilà, c'est jamais à l'échelle des frontières administratives, c'est toujours à l'échelle du vivre ensemble et de ce que les hommes font ensemble. Voilà. Comme élément de contexte, on vit malgré tout aussi la transition écologique. Je crois qu'il y a une prise de conscience, on l'entend bien dans les différentes prises de parole aujourd'hui des différents candidats, etc. sur les enjeux, le dérèglement climatique, etc. Et une autre transformation qui est la transformation numérique. Ça fait partie des transformations sociales auxquelles nous sommes collectivement confrontés actuellement. Est-ce que les communs, là, ont aussi quelque chose à dire ? Ils ont aussi quelque chose à dire, parce que quand on parle de transition écologique, on parle de transformation numérique, et comme tu le dis, que ça interroge une transformation sociale, du coup, forcément avec, ça interroge une transformation politique. Quelle est la place du citoyen dans tout ça ? Comment il peut intervenir directement, être acteur de cette transition, de ces différentes transitions, et dans une citoyenneté qui soit une citoyenneté active. C'est d'ailleurs ce qu'on en parlera tout à l'heure. C'est ce qui est mis en avant en Italie et sur voilà. Donc les communs, on va arriver à donner des exemples et à dire ce que c'est. En fait, c'est un outil qui peut permettre de penser ce mode de développement en donnant une place à un citoyen actif sur son territoire. Ok, on va faire une petite pause musicale et puis on rentrera un petit peu plus dans la théorie ensuite avec prix Nobel de la Banque de Suède pour l'économie, Elinor Ostrom, quelques éléments théoriques avant de parler d'exemples concrets. Continuez cette conversation. On vous recommande le clip le clip vidéo du coup de ce morceau qui vaut le coup d'œil. Oui, Brexit, tout ça. On n'est quand même pas totalement à côté du sujet. Peut-être quelques éléments théoriques, Geneviève. D'où vient cette renaissance entre guillemets de la notion de commun et comment aujourd'hui on tente de se réapproprier ces outils. Alors pour faire très court, ça vient des années 80, donc 1980, où il y a une interrogation. On est au moment où dans les pays en développement, on applique la privatisation à tout va, et en fait on a une interrogation sur entre la gestion publique des ressources et la gestion privée des ressources. Est-ce qu'il n'existerait pas d'autres choses que ces deux alternatives ? Alors ça vient d'un texte qui est très célèbre qui s'appelle La tragédie des communs, qui en 1968 avait dit si une ressource plutôt naturelle, c'était plutôt ça. Il disait par exemple un pâturage, si on laisse les gens le gérer eux-mêmes, ils vont forcément entrer en concurrence et tout détruire, parce que chacun va être sur son intérêt individuel, et donc chacun va faire paître une vache de trop, une vache de plus, et finalement il y aura rien. Et ce texte finissait par dire il y a donc que deux solutions, soit c'est l'État qui gère, soit c'est la privatisation. Et dans les années 80, avec l'avènement en fait du libéralisme, du néolibéralisme, on n'en retient plus qu'une solution, c'est tout privatiser. Et on applique ça à grande échelle dans les pays en développement. Et il y a un programme de recherche qui est l'adaptation structurelle. Voilà, les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international à l'époque, oui, dont on entend parler sur la Grèce, depuis quelques années. Donc voilà, c'est et donc il y a aussi il y a des chercheurs américains. Il y a un programme de recherche qui est
lancé aux États-Unis avec plein de chercheurs pour essayer de regarder comment font des communautés pour gérer des espaces au départ des espaces naturels, donc, un lac, des communautés plutôt traditionnelles dans les pays en développement sur la plupart des continents. Après, ça s'est élargi aussi aux pays développés. Et comment des communautés arrivaient à s'organiser parfois depuis des centaines d'années pour gérer de manière durable et préserver ces ressources tout en garantissant un accès pour que les activités économiques de chacun puissent se générer. Et donc Elinor Ostrom, qui a eu effectivement le prix de la Banque de Suède en la mémoire d'Alfred Nobel, donc en 2009, et l'emblème en fait de ce courant de pensée qui a montré qu'il y avait un espace. Alors on dit toujours une troisième voie entre l'État, mais non, c'est pas ce qu'elle l'État et le marché, c'est pas ce qu'elle a cherché à montrer. Elle a cherché à montrer qu'une organisation par une communauté de citoyens à un endroit donné, bien localisé sur leur territoire, était tout à fait aussi de personnes, pas forcément dans de citoyens, parce que ça s'arrête pas. Effectivement, il n'y a pas de notion migrant, pas migrant, voilà, et qu'une communauté de personnes sur un endroit pouvait mettre en place des règles et être tout aussi efficace, voire beaucoup plus efficace qu'une gestion publique et une gestion privée. Parce que gestion publique comme gestion privée arrive aussi à des catastrophes écologiques notoires. Et dans les années 80, on commence à avoir des exemples, voilà. Et donc, les communs, c'est quoi ? C'est avant tout une ressource. Alors une ressource qui est vécue comme menacée ou qu'il est nécessaire de protéger ? Toujours une ressource dont au moins l'accès est considéré comme menacé. Je peux prendre un exemple, ça peut être une ressource naturelle dont par exemple, si je prends l'exemple d'un lac, ce lac sert à plusieurs usages. On va se promener autour en famille, on peut y pêcher de manière de loisir, mais on peut aussi avoir une activité économique de pêche pour revendre le poisson voilà, sur ce lac. On peut développer une activité de bateau de plaisance que l'on loue, et puis au bord de ce lac il peut y avoir aussi une usine qui a besoin de l'eau du lac pour refroidir des centrales nucléaires, non, je plaisante. Voilà, par exemple. On peut prendre tous les exemples. Et puis à un moment donné, par exemple, en raison des activités de l'usine, eh bien la ressource devient menacée pour les autres. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi une organisation de la menace sur cette ressource par des règles de propriété. Quand dans les années 80, il y a les États-Unis sous l'impulsion américaine se mettent en place tous les droits de propriété sur des droits de propriété intellectuelle sur la connaissance. Eh bien, alors qu'avant la connaissance était quelque chose qui était partagé et qui était dans le domaine public, on a aussi cet effet d'un seul coup l'accès devient beaucoup compliqué, payant, etc. Et donc on a une menace sur la ressource. Donc une ressource qui peut être naturelle, qui peut être informationnelle, c'est-à-dire de la connaissance ou de l'information ou des savoir-faire. En fait, toute forme de ressource qui sert de base à des activités humaines qui satisfont des besoins. Donc ça peut être aussi bien des activités de loisirs que des activités économiques, productives, comme on l'entend donc une habituellement. ressource, mais ensuite il faut une communauté qui se sent concernée par cette ressource, soit parce qu'elle est directement dépendante de cette ressource, c'est ce qu'Elinor Ostrom montre, mais ça peut être aussi qu'elle se sent concernée parce qu'elle a une conscience écologique ou parce qu'elle a une conscience de l'identité de son territoire, et que si ce savoir-faire disparaît, c'est aussi une partie de l'histoire du territoire qui disparaît. Donc c'est pas forcément que quelqu'un qui est totalement dépendant de cette ressource. Et cette communauté, ils vont passer à l'action en commun. C'est l'agir commun en fait qui fait le commun. C'est pas juste la ressource. Et surtout, il y a aucun bien ou service ou ressource qui soit par nature, enfin par ses caractéristiques naturelles intrinsèques, plus propice à devenir commun ou une gestion. D'accord, donc en fait voilà. c'est sur une prise de conscience, un processus qui se met en place. Un processus collectif, c'est une action collective instituante. On dit un commun. Alors ça veut dire quoi ? C'est-à-dire une action collective, donc un groupe de personnes qui a un objectif commun. D'accord, mais instituante, ça veut dire qu'il y a des règles qui vont se mettre en place. Instituante, ça veut dire qu'ils vont créer leurs propres règles pour gérer cette ressource, et ils vont essayer de créer des règles qui vont permettre de la gérer, c'est-à-dire d'en permettre l'accès
ce qu'on appelle les commoners, c'est-à-dire les membres de ce groupe, mais en même temps qui vont garantir la durabilité de cette ressource. Donc il y a toujours une inscription dans un temps long et toujours une prise en compte des générations futures. Les personnes qui font des communs, c'est toujours pour pouvoir transmettre l'activité qu'ils ont, par exemple autour du lac, à leurs propres enfants ou aux générations futures. Donc c'est aussi une caractéristique qui fait qu'on s'intéresse dans un contexte de transition écologique, on s'intéresse de nouveau beaucoup au commun parce qu'il y a dans le commun cette préoccupation des générations futures. Mais avant tout la satisfaction des générations présentes. Avant tout la satisfaction des besoins des générations présentes. Et donc ils vont mettre en place des règles. Et ce qui est super intéressant à penser et justement ce qui nous aide à repenser aujourd'hui les communs, c'est que dans les communs, on montre, ce qui est facile à montrer, c'est que en fait la propriété n'est pas vue comme appartenant à une seule personne. En fait, nous, depuis le XVIIIe siècle en France et à peu près dans tous les pays développés, on a eu tendance à unifier la propriété, à la sacraliser. En fait, il y a trois choses pour la propriété. Il y a l'usus, donc le fait d'utiliser la chose pour ce qu'on veut. Voilà, ça c'est l'usus. Le fructus, c'est le fait de pouvoir le revendre et de pouvoir conserver la plus-value éventuelle qu'on a à réaliser sur la revente. Et l'abusus, c'est le fait que l'on peut détruire le bien ou le céder à qui on veut, mais surtout le détruire. D'accord, donc nous ici, on a tout fondu. La propriété, c'est la possibilité. Tout est ensemble. Ouais. Et en fait, on a la possibilité, quand on va approcher une gestion sous forme de commun, on va séparer le droit d'usage, le droit d'utilisation, le droit de gestion, le droit de cession, le droit d'aliénation, et on va pouvoir attribuer à des personnes ou à des groupes différents ces différents droits. Un café et l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire, ou la d'économie solidaire, ça dépend, voilà. C'est toujours compliqué de reprendre après l'entracte, parce qu'ils me font rire. On parle ce soir de commun. Sur Agora Côte d'Azur. Et Bilal, tu avais une question. Oui, en fait, dans la manière dont tu nous as présenté, Geneviève, les communs, tu disais que c'était finalement une espèce de réponse soit à une gestion de l'État, soit à une gestion de manière plus privatisée. Et donc moi, ma question, c'est de dire, finalement, si dans la manière dont tu nous as présenté ces communs-là, est-ce que on peut parler d'une communauté qui s'organise sous forme d'État localisé, en fait, dans la manière de gérer ses ressources? Alors c'est pas contre les communs sont jamais contre une gestion, enfin contre les pouvoirs publics, etc. C'est souvent avec. En particulier les pouvoirs publics locaux font souvent partie de la communauté qui va prendre en charge cette gestion. Donc et ils sont des acteurs du territoire aussi, les pouvoirs publics locaux. Donc c'est pas la différence, c'est que les règles vont qu'on va mettre en place vont être circonscrites à cette ressource en particulier. Elles vont pas concerner la totalité de la gestion du territoire. Elles vont concerner cette ressource en particulier qu'on le ressent comme menacée sur ce territoire. Il peut très bien exister la même cas de figure sur un autre territoire et il y aura pas ce sentiment et cette réaction collective et donc on peut pas vraiment on peut parler de gouvernance, effectivement, c'est une manière de gouverner cette ressource de manière différente, mais pas de gouvernement local, parce que le gouvernement local dans ce cas-là il va s'adresser à tous les enjeux de l'intérêt général sur le territoire et pas uniquement à cette ressource. Donc c'est un outil en fait où les pouvoirs publics locaux peuvent très bien participer de cette. C'est ce qui se passe en Italie. On va l'évoquer. Est-ce que ça signifie tu as pu utiliser le terme de gouvernance? Est-ce que ça signifie un mode de gouvernance particulier, horizontal? Non, du tout. Il peut y avoir des choses très hiérarchiques mais ça nécessite un mode de gouvernance, c'est-à-dire qu'on ait des règles pour prendre les décisions. En fait, il faut des règles pour dire qui va décider des personnes ou qui vont pouvoir utiliser le lac pour pêcher dedans. Il faut bien des règles qui permettent de prendre les décisions. Mais ces règles ne sont absolument pas obligatoirement sur une base un homme, une personne, une voix, ou il peut y avoir, il y a des cas extrêmement multiples, diversifiés. Souvent, les règles s'appuient aussi sur des traditions culturelles, voire sur des traditions religieuses présentes sur place. Quand on dit que c'est une communauté
communauté avec toute son histoire. Et en particulier, on tient beaucoup compte dans la constitution de ces communs de l'histoire de la ressource. C'est-à-dire, quand on a une expérience déjà d'une menace sur la ressource, il y a eu quelques temps ou quelques générations et qu'on en a une mémoire, ben on se réappuie sur ce qu'on a déjà vécu. Donc c'est en ce sens-là que c'est local, mais c'est que ça prend en compte tout le construit social autour de cette ressource. Mais il y a rien, ça peut être des rapports très hiérarchiques. Et il y a toujours par contre un système de sanctions pour ceux qui contreviennent aux règles. Donc il peut y avoir de l'exclusion. Ah, il y a des règles. Alors il y a toujours une recherche d'abord d'une parce qu'on est dans une communauté locale, donc il y a des dégâts, je dirais, qui pourraient être causés à côté si on excluait comme ça. Mais bien sûr, ça va toujours jusqu'à des règles d'exclusion. Mais ça commence toujours aussi par des règles de gestion des conflits. Parce qu'il y a forcément des conflits dans une gestion entre personnes d'une ressource naturelle et des contraintes que ça va gérer, ou d'une ressource tout court. Et il y a toujours des règles de gestion des conflits, des règles de prise de décision, et ça va toujours jusqu'à des règles d'exclusion. Ouais, c'est en ça qu'il y a une gouvernance. On a retrouvé malgré tout en France des modes d'organisation qui sans être appelés communs ressemblent quand même beaucoup. Moi il me semble me souvenir que ici à Grasse, il y avait les canaux d'irrigation. Oui, alors on a sur tous les territoires, enfin partout, il y a toujours eu des communs, sauf qu'ils ont été, surtout depuis la Révolution française, systématiquement pilonnés au sens où on les a plutôt soit passés ces communs, que, par exemple les prés communaux étaient des communs, la gestion de canaux d'irrigation dans beaucoup d'endroits était en commun, avec donc, où ça pouvait servir à tout le monde, mais chacun devait avoir des règles, prendre part à l'entretien, utiliser l'eau de telle heure à telle heure et arrêter quand c'était prévu. Quand il y avait une restriction de la ressource, par exemple moins d'eau, des règles qui disaient comment on redistribuait pour que le premier qui était en position sur n'ait pas toute la ressource puis que les autres n'aient plus rien, et puis des contraintes aussi, effectivement, comme tu disais, en termes d'investissement et en termes d'entretien de cette ressource. Donc que ça soit des pâturages, que ça soit les lavoirs, que ça soit les fours, on a un tas d'exemples, des terres qui sont gérées comme ça dans les alpages. Il y a beaucoup encore aujourd'hui de choses qui sont gérées. Qu'est-ce qu'on conserve aujourd'hui comme traces, de choses qui pourraient encore exister? Les fruitières, par exemple, qui gèrent la production du comté ou des choses comme ça, sont directement héritées d'une gestion en commun, avec des pâturages partagés par les membres. On peut trouver des choses qui vont ressembler aussi dans les sections de communes, c'est-à-dire des bouts de terre qui ne sont ni des biens communaux, parce que la tendance a été de transférer ces communs à une propriété publique, alors qu'avant c'était une propriété commune. Et on en a fait en France de plus en plus, soit une propriété publique, soit une propriété privée. Et on a supprimé ces espaces du commun, en fait, où il y avait une implication forcément de l'habitant sur le territoire. C'est en ça que je parle de citoyen actif. C'est pas en termes de citoyenneté politique. J'ai mon passeport ou j'ai ma carte d'identité, mais je suis habitant du territoire. Je me sens appartenir à ce territoire et donc je prends part à cette gestion en commun, et ça a été effacé progressivement jusqu'à même une loi de 2013 qui signe la mort des sections de communes, alors qu'il en existe encore en France. Et il y a une association qui se bat en France pour la préservation des sections de communes. Donc en fait, ça questionne beaucoup la propriété, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est vraiment le regard porté sur qu'est-ce qu'on fait avec. Oui, ça questionne la propriété. Ça questionne la propriété dans sa vision uniformisée, unique. Si je reprends l'exemple du lac, je peux très bien avoir des règles qui donnent un droit d'usage du lac, c'est-à-dire j'ai le droit de m'y promener, j'ai le droit de me balader en bateau dessus. Puis à d'autres, je vais donner un droit d'utilisation, c'est-à-dire d'avoir une activité économique à partir de ce lac. L'exemple du service de location de bateaux ou du pêcheur, pas du pêcheur de loisirs, mais du pêcheur qui revend, ou de l'usine.
citoyenne. Voilà. Et puis je vais avoir des personnes qui vont avoir un droit de gestion, c'est-à-dire le droit de décider les règles d'accès et d'usage et d'utilisation pour les autres. Et puis je vais avoir des personnes qui vont avoir éventuellement un droit d'aliénation, de cession ou d'aliénation. Alors, dans le commun, souvent il n'y a pas le droit d'aliénation. On ne cherche pas à détruire la ressource. Et donc on supprime du droit de propriété le droit de détruire, puisque le but c'est de préserver la ressource. Et ça fait une différence énorme par rapport à la transition écologique, parce qu'on supprime du droit de propriété le droit de détruire. Voilà. Et ça, et on peut dispatcher. Et donc aussi bien l'usager qui vient se balader au bord du lac que le pêcheur ont chacun en retour de ce droit de propriété, c'est-à-dire ici d'usage, d'utilisation, des obligations. Des règles à respecter, par exemple ne pas laisser ses ordures sur le bord du lac ou ne pas surpêcher par rapport à la ressource en poisson qui est dedans. Enfin voilà, donc un tas de règles qui permettent de réguler la ressource et faire que tout le monde arrive à vivre autour. Donc il y a une notion de justice et de justice sociale qui peut apparaître derrière tout ça. De répartition, bien sûr, de répartition de la richesse, de justice sociale et en termes de droit d'accès, effectivement. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi d'élargir cette approche traditionnelle des communs vers une approche effectivement de communs qui aurait pour but qu'aurait pour finalité de développer les capacités, la possibilité de faire sur un territoire et pas uniquement la protection des ressources telles qu'on l'entend. Donc dans ce sens, si on reprend cette approche, on pourrait sur un territoire dire que on pourrait regarder l'emploi sur un territoire, la gestion de l'emploi sur un territoire comme un commun, enfin, dans une démarche de commun. Bien sûr, c'est un petit peu ce qui se passe avec l'expérimentation d'ATD Carmonde, territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une approche en commun, qui implique aussi bien les chômeurs eux-mêmes que les entreprises, que toutes les personnes, les habitants du territoire, que les collectivités, sur l'emploi devient la ressource que l'on va essayer ici de générer, gérer, préserver en commun, distribuer bien sûr. C'est vraiment une question aussi de répartition au travers de cette réflexion sur l'accessibilité. C'est une réflexion de répartition et quelque part on pourrait dire que gérer des ressources en commun, que ça soit l'emploi ou que ça soit par exemple la monnaie ou que ça soit etc. On peut gérer plein de choses de cette manière-là. Ça peut être aussi créer des équivalents de richesse sur le territoire. C'est-à-dire non pas tout monétariser, non pas par exemple l'accès à l'énergie, la possibilité de la mobilité. Bien sûr, quand on a en France des communautés citoyennes qui créent des parcs énergétiques citoyens solaires, on a bien une production et derrière des clés de répartition de cette richesse générée en commun. Et on pourrait imaginer que cette répartition aujourd'hui est souvent pensée de manière monétaire parce qu'il y a des lois, des règles qui obligent à revendre l'énergie sur le réseau, mais on pourrait très bien imaginer que pour certaines ressources, ça permette un accès à tous à cette ressource et que ça soit une autre manière, ce qu'on parle d'équivalent de richesse, c'est-à-dire plutôt que d'avoir l'argent pour acheter le bien ou la ressource, on y a accès directement parce qu'on participe à sa gestion en commun. Alors, et c'est pas du communisme non plus, parce que c'est souvent ce qu'on dit. Donc, on est dedans parce que on n'a pas forcément de visée politique quand on fait ça. On est sur un espace de vivre ensemble. Sans forcément avoir tout un bagage. Il n'y a pas de visée politicienne, mais c'est quand même politique, puisqu'il s'agit d'organiser un vivre ensemble. Il s'agit d'organiser un vivre ensemble, mais sans effectivement à partir d'expériences locales, à partir d'une histoire locale et à partir des personnes présentes. Sur le territoire. Il y a d'autres économistes à part Elinor Ostrom qui ont travaillé sur les communs ou d'économistes dont les travaux peuvent se raccrocher à ceux d'Ostrom, peut-être par la justice sociale. Alors par la justice sociale, moi j'essaye de faire des liens avec Amartya Sen et toute l'approche du développement Amartya Sen, durable. lui aussi prix Nobel économiste du développement, c'est un économiste indien. Oui. Sur l'accessibilité et sur la notion de justice sociale à
l'intérieur des communs. Après, il y a tout un courant, effectivement. Enfin, il y a énormément d'économistes, de sociologues. C'est intéressant les communs parce que justement, il y a des géographes hétérodoxes. Toujours. C'est que on cherche on expérimente et on observe et on analyse des choses qui sont ni l'État ni le marché. Donc forcément, ça n'intéresse pas le courant dominant de l'économie aujourd'hui. Et là, c'est l'intérêt sur les communs aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ça mobilise aussi bien des sociologues, des philosophes, des économistes. En fait, ça mobilise toutes les sciences sociales, mais aussi des sciences exactes. Quand on doit se préoccuper de savoir comment on va gérer une ressource halieutique dans un lac, on a aussi besoin des connaissances qui peuvent être apportées par des biologistes, par tout ça. Donc, c'est un carrefour, en fait, les communs actuellement. Ça permet de décloisonner dans l'économie des choses qui sont plutôt l'économie sociale et solidaire, etc. C'est quelque chose qui est un terrain de rencontre pour aussi beaucoup de gens. Donc on a il y a une association qui regroupe beaucoup de ces chercheurs qui s'appelle la COP des communs et qui regroupe beaucoup des chercheurs toutes disciplines confondues qui travaillent sur les communs et les initiatives de terrain, parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives de terrain en France, en Italie, etc., qui se revendiquent des communs. En Italie, alors, parce que là, on a un cas particulier d'une constitution, enfin en tout cas d'un article de la constitution italienne qui permet en fait d'ouvrir des espaces de liberté vers une gestion en commun de différentes ressources. Ouais, essentiellement des biens publics laissés à l'abandon. Il y a une problématique en Italie qui est qu'il y a beaucoup de patrimoine. Historique, culturel, etc. Mais voilà, beaucoup de bâtiments, et que beaucoup de ces bâtiments, les communes italiennes n'ont pas forcément les moyens, et il y a beaucoup de choses qui est laissées à l'abandon. Et donc, dans ces cas-là, il y a la possibilité, l'article 118 de la Constitution italienne autorise les citoyens actifs, c'est comme ça qu'ils sont nommés, mais on verra que certaines villes l'étendent au-delà de la notion de citoyenneté, des citoyens actifs, quand ils jugent que quelque chose pourrait être utile à la satisfaction des besoins fondamentaux. Donc il y a la notion de besoins fondamentaux dans la Constitution italienne. Eh bien, ces citoyens peuvent réclamer qu'on leur confie la gestion du bien. Collectivement. Ce n'est pas contre l'État et les pouvoirs locaux, c'est avec l'État et donc surtout avec les pouvoirs locaux, mais c'est permis par l'article 118 de la Constitution. Et par contre, c'est l'article 118 donne une obligation aux collectivités locales d'entendre, pas forcément de donner satisfaction aux citoyens, mais en tout cas d'entendre ça. Donc, alors ça va de certaines villes qui ont fait une interprétation très très large de cette Constitution. Et ce qui est important, je voudrais juste citer l'exemple de Naples, parce qu'on a souvent une image de la ville de Naples. Ah oui, Naples, ses ordures, sa mafia. Voilà. Or, c'est la ville qui aujourd'hui est le plus, avec Bologne, la ville qui a fait le plus de choses. À Naples, la municipalité, élue en 2011, a inscrit dans des délibérations que les citoyens, qu'ils soient les habitants, donc qu'ils soient citoyens, migrants, étrangers, etc., tout habitant pouvait venir proposer une utilisation en commun d'un espace public appartenant à la mairie. Ils ont créé un laboratoire des communs où les citoyens font des propositions et ils se sont obligés par une délibération du conseil municipal que toutes les propositions faites par ce laboratoire citoyen des communs soient obligatoirement réalisées, accordées par la commune. Donc en fait, c'est les citoyens qui vont décider. Alors ça concerne par exemple un ancien hôpital abandonné qui est repris pour faire des activités culturelles, pour développer des choses. C'est aussi les écoles. Mais l'exemple le plus emblématique, c'est l'eau bien commun. Alors l'eau bien commun à Naples, bien sûr. Puisque là, il y a eu un retentissement européen, puisque une des rares. Parce que c'est l'autre, c'est vraiment l'autre mouvement aussi. C'est autour de l'eau que les biens communs en Italie ont redémarré. Mais juste là-dessus, l'État est obligé de financer, ou qui finance en fait? En fait, après, c'est une des règles de gestion justement. La communauté va s'obliger aussi à entretenir, remettre en état éventuellement ce bien pour qu'il puisse être utilisé. Voilà. D'accord.
C'est un vaste sujet et on aura l'occasion d'y revenir. Vite fait peut-être, Anne-Cécile. Nous vous proposons donc samedi prochain de nous rejoindre pour le marché libre et la mini-fête du livre que vous pourrez trouver le 18. Voilà, le 18. Au 23 route de la Marigarde, vous pourrez trouver plein d'activités comme le Café Couture, le Ripper Café, mais aussi plein d'autres stands. On essaie de porter les communs. Tout ça en commun. Merci à toutes et tous. Belle soirée sur Agora Côte d'Azur.